Salut les campeurs et bienvenue dans la troisième et dernière partie de ma rétrospective sur Spider-Man. Et après vous avoir quitté sur une note de désolation dans la précédente partie, je dis alléluia car nous allons revenir au niveau d'amour de la première. Et là je vous vois venir, mais Seb, t'avais dit que tu allais parler de Spider-Man au cinéma et dans cet épisode tu vas parler du jeu vidéo. Et mes braves, vous auriez tout à fait raison de le pointer du doigt, m'offrant ainsi l'opportunité de faire mon coming out. J'ai été un immense amoureux de cinéma, bien que de temps à autre, j'allais un peu voir ailleurs, tel un mari infidèle, les séries télé. Puis petit à petit, ces dernières années, l'amour s'est étiolé. Le cinéma perdait de sa superbe, restaient alors les séries, mais elles aussi ont atteint un niveau assez égal au cinéma. Il y a pas mal de trucs bien, mais ce qui fait sauter au plafond se fait rare. Tranquillement, et entre autres parce que Batman jetait son dévolu sur le médium, je suis retourné voir du côté des consoles que j'avais lâchées depuis plus de 10 ans. Et je dois bien l'avouer, depuis que j'ai fait ça, je prends plus de plaisir devant un jeu que devant un film. Il y a des exceptions, mais elles se font rares. Et si ça n'explique pas la présence du jeu dans cette émission, ceci le fera. Il y a plus de cinéma dans un jeu vidéo que dans 80% des sorties salles d'au moins ces 10 dernières années. L'écriture, la mise en scène, l'ambition, tout y est supérieur. Citez-moi un film sorti depuis 2010 qui est aussi fou qu'un des jeux de la série Uncharted. Et le jeu Spider-Man ne déroge pas à la règle tant il réussit avec une aisance rare ce que tous les derniers films ont raté. Mais démarrons cet épisode comme je démarrais celui sur la trilogie de Sam Raimi avec un flashback. Le jeu Spider-Man sorti en 2000 sur la PlayStation première du nom est le jeu auquel j'ai le plus joué de ma vie. Plus qu'un GTA, plus qu'un Final Fantasy, et ce pour une raison finalement assez simple. J'ai dû le faire une bonne dizaine de fois. Ce jeu était un régal absolu qui me procurait un plaisir dingue qui s'est un peu estompé avec la sortie du premier film de Sam Raimi. Et c'est l'adaptation vidéoludique de ce film qui l'a un peu remplacé. Pas autant d'effets, j'ai dû y jouer 2 fois, mais le jeu était plaisant. Mais c'est surtout Spider-Man 2, adapté du film donc, qui m'a mis par terre. Je ne sais pas si c'est la nostalgie car je n'y ai pas rejoué depuis, mais j'en garde des souvenirs de jouissance ultime en baladant dans les rues de New York. Autant dire que mon amour pour Spider-Man passait par tous les médiums et c'était absolument parfait. Suite à ça, pour diverses raisons, je n'ai plus de console et j'ai donc fait l'impasse sur le reste pendant de très longues années, mais tout va bien car je suis de retour pour vous parler de cette édition PS4 de Spider-Man qui aura été le jeu que j'ai le plus attendu pendant près de 2 ans. Alors, petite précision d'usage, le jeu est sorti avant Spider-Man Into the Spider-Verse au cinéma, mais j'y ai joué après. Malgré ça, je conserve la chronologie, donc je parle du jeu en premier. Et pour ce faire, je vais démarrer par les points négatifs, parce qu'il y en a. J'ai beau hurler au chef-d'œuvre en exagérant à peine comme à peu près 90% du temps où les gens parlent de chef-d'œuvre, je ne peux pas fermer les yeux sur certaines choses. Déjà, il y a des phases de jeu vraiment chiantes, c'est surtout les missions annexes, type les stations de recherche d'Harry Osborn. On doit faire plein de trucs autour de la ville pour combattre la pollution ou des conneries comme ça. Il y a aussi une chasse aux pigeons, et nom de Dieu, c'est long, redondant et chiant comme la mort. Et je ne parle même pas des petits puzzles scientifiques. Dans le jeu lui-même, on incarne parfois Mary Jane ou Miles Morales, pré-morsure d'araignée, il n'y a qu'un seul Spider-Man dans le jeu. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment pas folichon, il y a généralement pas grand chose à faire non plus. Et enfin, si vous voulez finir le jeu à 100%, il faudra combattre le crime, et c'est un peu répétitif. Vous en avez plusieurs par quartier, et ce sera globalement les mêmes qui vont tourner de manière assez aléatoire. Après, ça reste toujours fun de se balader en ville avec Spidey et d'affronter les gens, donc ça reste plaisant, c'est juste dommage de ne pas avoir un peu plus varié les choses. Voilà, il doit y avoir d'autres choses auxquelles je ne pense plus à l'instant, et c'est pour une bonne raison. Le bon est tellement bon qu'il balaye tout sur son passage. Le tout début du jeu, faut prendre en main le truc, donc forcément c'est moins jouissif que plus tard. Mais la première grosse baston avec Wilson Fisk, elle est déjà mortelle, et t'es qu'à 20 minutes de jeu. Évidemment, ça se termine sur une cinématique, et c'est là que prend tout le sens de la présence de ce jeu dans l'émission. La vache, j'étais bouche bée devant mon écran, et c'est que le début, imagine plus tard quoi. Et je vous le mets dans le mille, il y en a plein. Le jeu avait été teasé via une séquence avec un hélico, et elle est démentiel, que ce soit en phase cinématique ou en phase de jeu. Tu poursuis l'hélico, tu sauves des gens, tu chopes dans la toile les bouts d'hélico qui tombent pour ne pas que ça s'écrase au sol. Je pourrais détailler chaque seconde, ça ne rendrait pas justice à la chose. Faut y jouer, faut l'incarner, car c'est ça la force du jeu. L'implication est tout autre que sur un film ou une série. Un film, même sur une saga, n'aura jamais l'impact émotionnel que peut avoir une série qu'on aura suivie pendant plusieurs mois, chaque année, pendant plusieurs années. Ces gens font, en quelque sorte, partie de votre famille, de votre entourage. C'est pour ça que je n'aime pas ce principe de binge-watching, ce qui fait que, pour moi, ce principe de diffusion fait que ces séries ne sont pas faites pour rester dans nos mémoires. Le jeu vidéo, son plus, est l'implication.
Et pas qu'émotionnel, aussi bon aurait été un film ou une série de Last of Us, je n'aurais jamais eu autant peur. Le fait d'incarner ces personnages me force à me plonger encore plus dans le récit. Et là, tu es Spider-Man, tu te voltiges dans les airs, tu te promènes en ville, tu fais le con parce que... bah, t'es libre! C'est comme respecter le code de la route dans un GTA, on l'a tous fait. Pas longtemps parce que c'est chiant, mais on l'a fait. Parce qu'on le pouvait. Entre deux meurtres, il y a un côté ultra jouissif à incarner l'un de nos héros préférés. Et comme on ressentait ce sentiment de puissance quand on mettait un ennemi KO dans les Batman Arkham, ne serait-ce que passer de building en building procure cette joie dans le jeu. Surtout que le système de balancement est vraiment bien foutu. Si traverser Gotham dans les Batman Arkham n'était pas un des points forts du jeu, ici, ça contribue au plaisir. À ce titre, une des missions annexes permet de récupérer tous les sacs à dos que Peter a perdus dans New York au fil des ans, et ça n'est jamais lassant, car en plus, la récompense en vaut le coup. Chacun de ces sacs contient un petit easter egg qui référence les comics, mais pas de manière aléatoire, puisqu'il raconte l'histoire passée de l'itération du Spider-Man qu'on incarne dans le jeu. C'est pas véritablement utile, mais quand on est fan, c'est plaisant. Et au-delà de ça, il y a 1001 autres easter eggs tout le long du jeu. Niveau immeuble, on retrouve bien évidemment celui des Avengers, on retrouve le repère de Doctor Strange, Reign d'Industrie, et plein d'autres. Il y a même des hommages de temps à autre. D'ailleurs, il y en a un beau à Spider-Man 2 où Spidey essaie d'arrêter un train comme il l'a fait dans le film, mais c'est juste un détail. S'il ne l'avait pas fait, ça n'aurait rien changé à la séquence qui est géniale à t'en décrocher la mâchoire. Et c'est ça le plus important, le jeu ne joue pas la carte de la nostalgie ou du clin d'œil complice, il existe par lui-même et le fait monstrueusement bien. Parlant de ce qui existe par lui-même dans le jeu, nom de Dieu, le costume, qu'est-ce qu'il est beau. C'est un original qui a été fait spécialement pour le jeu et bon sang, qu'est-ce que je peux l'aimer au point de vouloir le voir en vrai, comme celui que Tobey Maguire portait pour la trilogie de Sam Raimi. Je pense même que je préfère le costume du jeu. Celui de Raimi était parfait et reste le meilleur qu'on a pu voir dans les films, mais ce nouveau a un petit truc en plus. D'ailleurs, outre cet original, le jeu en contient plusieurs, mais lorsque je les testais, je restais jamais plus d'un quart d'heure avec. J'avais l'impression que c'était une insulte de le changer. Bref, après ce petit aparté fashion, revenons à nos moutons. Je pourrais reprendre le jeu séquence par séquence, grosse baston par grosse baston, et en faire un résumé. Je pourrais faire une émission de plusieurs heures ainsi, mais ça ne saurait pas leur rendre justice tant elles sont maîtrisées, jouissives et même inventives. Parce que là je parle des séquences d'action, hein, mais rien que les séquences de voltige sont impressionnantes. Et ça c'est l'ouverture du jeu, Spider-Man sort par la fenêtre de son appart et ça y est, t'en oublierais presque de jouer tant t'as envie de voir ça. D'ailleurs, si vous n'aimez pas jouer aux jeux vidéo, pas de problème. Il y a des gens qui balancent sur YouTube toute la progression. Ça va prendre des heures, mais je suis certain que le plaisir resterait intact, même sans être actif. C'est un petit reproche que je fais aux jeux vidéo depuis quelques années, c'est de trop donner l'impression d'être par moments, dans certaines phases de jeu, face à une sorte de film interactif. La cinématique se déroule, on t'indique à l'écran quel bouton appuyer, puis ça continue sans que t'aies vraiment à être actif. C'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Je pense que mon regain d'intérêt pour les consoles vient de là. J'ai repris les jeux avec les Batman Arkham, et j'avais l'impression par moments de voir un film qui forçait mon implication. Après honnêtement j'exagère peut-être un peu car au final c'est surtout un ressenti que j'ai, mais de plus en plus de séquences de jeu se laissent suivre sans qu'on ait quoi que ce soit à faire sinon appuyer sur un bouton de temps à autre quand c'est indiqué à l'écran. C'est le cas des Uncharted, des nouveaux Tomb Raider, des Batman Arkham et aussi donc de ce Spider-Man. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne serait pas dérangeant de simplement regarder l'intégralité de l'histoire sans jouer. Et l'une des raisons principales est que le scénario est fantastique. On pourrait avoir l'impression que le jeu met un long moment avant de démarrer, mais le fait est qu'il a l'intelligence de tout bien mettre en place pour que l'impact de chaque retournement de situation obtienne l'effet escompté. Je vais prendre deux exemples. La révélation de l'identité du méchant tombe un peu comme un cheveu dans la soupe car elle paraissait évidente. En gros, ces hommes de main sont chinois, donc suffit de chercher du côté des personnages asiatiques. Ça semble cliché et un peu raciste comme façon de faire, mais quand ça marche... Bref, que Lee soit le méchant n'est pas une révélation vraiment intéressante, c'est plutôt l'impact qu'elle aura sur l'histoire puisqu'il est le boss de Tante May. Toute la dynamique entre les personnages gagne du coup en puissance. J'adore le travail qui est fait sur Peter, tiraillé entre ces deux mondes, surtout que Lee n'est pas un personnage secondaire et que ce soit Peter ou May, tous les deux ont beaucoup de respect pour lui. L'autre, c'est Dr Octopus. Peter bosse pour Octavius, c'est son héros, son mentor. L'admiration et le respect qu'il a pour lui ne peut pas être décrit. Et durant une bonne partie du jeu, facilement les 2/3, on te tease sa transformation en Doc Ock. Elle prend son temps à arriver, mais quand c'est le cas, c'est un uppercut dans la gueule. Non seulement on est sur une séquence de malade où plusieurs ennemis classiques de Spider-Man l'affrontent, mais en plus, la
Révélation, Octopus est derrière tout ça depuis le début et les Sinister Six se forment. C'est là toute la force du scénario du jeu. Les ennemis de Spider-Man lui sont intimement liés et c'est exactement ce qu'avait fait Sam Raimi avec déjà Octopus mais aussi avec Sandman via un twist un peu facile. L'implication dont je parlais tout à l'heure n'en est que renforcée. Il y a une fight avec Doc Ock où Spidey se fait exploser et on a mal pour lui. Mais le pire reste l'affrontement final où le dialogue que Peter et Otto s'échangent ne nous donne pas envie de prendre part à ce combat. J'en avais des frissons, j'étais tétanisé dans mon fauteuil, bouleversé même. Car, et je ne l'ai pas dit, les enjeux sont grands. Pour New York, mais pour Peter personnellement, c'est une course contre la montre pour lui. Et encore une fois, toute l'implication émotionnelle que ça impose aux joueurs est grande. Le dernier échange, une fois le combat terminé avec Doc Ock, me restera à jamais en tête. C'est un de mes moments préférés dans mon histoire avec Spider-Man. Chaque ligne de dialogue est superbe et l'interprétation est au niveau. Mais si vous pensiez que maintenant le jeu allait vous laisser un peu de répit, il n'en est rien car le dilemme qui s'offrira à Spidey après ça est horrible et je me suis retrouvé à pleurer comme aucun Spider-Man et oui, même les Raimi ne m'avaient fait pleurer. Et on est sur la même ligne directrice, chaque ligne de dialogue, l'interprétation, superbe. Tout ce qu'il manque aux deux Amazing Spider-Man et aux films du MCU est là, le cœur. Ce jeu a du cœur. Bon, après c'est aussi super fun, hein. Ne laissez pas la grande tristesse qui m'a envahi sur la grosse dernière demi-heure de jeu vous faire croire le contraire. Par exemple, l'aisance avec laquelle ils ont rappliqué les Sinister Six, bordel, c'est hallucinant et ça fait passer le forcing de Amazing Spider-Man 2 pour du Asylum. J'étais comme un dingue quand je les ai vus débarquer. J'ai compté les ennemis à l'écran pour être sûr de ne pas être en train de divaguer, puis Dr Octopus est venu me calmer, mais bordel, les fights avec eux, c'est de l'or. Imaginez un combat aérien avec le vautour et Electro en même temps. C'est à la fois jouissif à mort et super embarrassant pour les derniers films qui ne sont jamais arrivés à faire quoi que ce soit du même niveau. Alors, je sais ce qu'on va me dire, et je suis d'accord. Évidemment qu'en 10 heures, on a plus de possibilités pour raconter quelque chose qu'en 2 heures de film. Et c'est pour ça que la relation développée entre Peter et Octavius est bien meilleure que celle de Spider-Man 2. C'est logique. Mais ça n'en est pas moins une leçon pour le MCU qui passe son temps à développer et teaser des trucs sur 4 films pour rien. Et mal de surcroît. Une relation comme celle de Peter et Octavius, tu peux le faire. Raimi l'a fait avec Harry. Et dans la manière de fonctionner du MCU, ça devrait se faire facilement. Exemple parfait avec le Scorpion teasé dans Homecoming, dont on ne voit pas un bout de queue dans Far From Home. On s'en cogne de ce personnage, pourquoi le ramener si tôt pour si peu et pour ce grand rien? Ici, le jeu met tout le monde à l'amende, c'est fou. Tiens, un autre truc, puisque c'est un Marvel, on a forcément 2 séquences post-génériques. Dans le MCU, facilement 90% d'entre elles sont nazes et sans intérêt. Ici, c'est pas le cas. On a certes du bon gros teasing pour le deuxième jeu, mais bordel, ça fait envie. On y voit Harry Osborn avec le symbiote, ça veut dire qu'on aura Venom, mais qu'encore une fois, l'ennemi sera intimement lié à Peter, et ça va être chaud. Donc ouais, pour toutes ces raisons et bien plus encore, Spider-Man le jeu est grandiose. Je sais bien que c'est presque un copier-coller des Batman Arkham avec le skin de Spider-Man, mais j'ai préféré ce jeu. En termes de qualité, Batman a attendu son 3e opus pour atteindre la quasi-perfection, alors que Spider-Man l'a fait en un seul coup, et c'est très fort. Je compte y rejouer bientôt, et je suis sûr que j'y prendrai le même plaisir. J'y ai même passé plus d'une vingtaine d'heures pour bien terminer le jeu à 100%, et je sais pertinemment que comme un gros idiot, je repartirai à la chasse aux pigeons dans l'unique but de gagner de l'expérience et faire évoluer les compétences de Spidey. Mais après tout, est-ce qu'accepter les défauts de quelque chose qu'on aime n'est pas la plus belle preuve d'amour? On s'en passerait bien, mais c'est là et on fait avec. Eh bien je fais avec. Ce jeu est une bombe et je souhaite de tout cœur que sa suite soit au même niveau. Puis, quelques mois plus tard, est arrivé Spider-Man Into the Spider-Verse et je vais être honnête, j'y croyais pas. Je me sens con aujourd'hui de dire ça, mais je n'arrivais pas à croire que ça allait être bien malgré l'implication de gens dont j'aime le travail, parce que je craignais Sony et l'a mis à Viarad. Et bien que j'aimais le parti pris visuel, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et puis, une fois installé dans la salle de cinéma, il m'aura fallu moins de 5 secondes pour baisser ma garde. Pour la première fois de ma vie de cinéphile, les logos m'ont éclaté. Putain, les gars, j'aime tellement tout dans ce film que même les putains de logos qui l'ouvrent sont géniaux. C'est hallucinant. Et à partir de là, c'est une promenade au paradis du génie du cinéma. Le film regorge de surprises et il s'ouvre même sur l'une d'elles. Si l'on croyait qu'on allait avoir plusieurs Spider-Man venant d'autres mondes pour rejoindre celui de Miles Morales, il n'en est rien. Il y a déjà un Peter Parker dans ce monde et c'est Chris Pine qui le double. Et ça me semble être une idée parfaite. Et après une courte introduction, on est présenté à Miles Morales, le vrai héros de l'histoire.
Ça fait 7 mois au moment où j'écris cette review que le film est sorti. Je l'ai vu 6 fois, dont 2 en salle. Je n'arrive pas à m'en lasser. Ce film me fascine sur tous les points. Je disais tout à l'heure en parlant du jeu que le cinéma ne m'enchantait plus tant que ça, mais Into the Spider-Verse est le type de film qui m'enthousiasme comme rarement et qui me rappelle pourquoi je suis tombé amoureux de cet art. C'est franchement le meilleur film que j'ai vu depuis Mad Max Fury Road, une autre orgie visuelle. Je pense même le préférer au film de George Miller pour lequel j'ai déjà une admiration sans limite. Et pour tout vous dire, c'est même mon deuxième film Spider-Man préféré, juste derrière Spider-Man 2 de Sam Raimi. Et c'est vraiment à un rien qu'il est devancé. Le truc, c'est que devant le film, je suis retombé amoureux de Spidey. Non pas que j'avais cessé à un moment ou un autre de l'aimer, ça non, et malgré des films pourris voire médiocres au mieux, il n'y a jamais eu de désamour. Car il a toujours resté les comics et les films de Raimi. Et c'est seulement à ma deuxième vision que j'ai compris pourquoi ce renouveau. Je ne connaissais pas Miles Morales, je n'avais jamais ouvert un seul comic book dont il était le héros. Du coup, je me suis retrouvé comme il y a 25 ans lorsque j'ai découvert Peter Parker dans la série animée. Et j'ai tout redécouvert. Le gros point fort du film, c'est Miles Morales lui-même. C'est un personnage super attachant et ça joue pour beaucoup évidemment. C'est un ado comme les autres qui se pense cool mais ne l'est pas aux yeux des autres. Il est dans son caractère très éloigné de Peter Parker et c'est tant mieux. Suffit d'une poignée de minutes au film pour dépeindre un gamin attachant avec qui on aurait envie d'être pote. Pareil pour sa relation avec son oncle où en moins d'une scène on ressent l'amour et le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Le personnage est réussi et c'est très important car il y a beau y avoir plusieurs Spider-Man, c'est son film. Alors que Parker soit réussi, c'est une évidence, mais présenter au public qui ne connaîtrait pas encore ce nouveau Spider-Man, comme moi par exemple, et faire de lui la même évidence, c'était pas gagné d'avance et le film y parvient. Surtout qu'on aurait pu vite rencontrer une problématique actuelle assez pénible puisqu'en ce moment Hollywood est tombé dans la culture du politiquement correct et fait n'importe quoi avec ça. Et il est évident que l'utilisation de Miles, noir hispanique donc, en est une nouvelle preuve. Mais la force du film est de contourner tout ça. Ses origines, on s'en cogne. Le personnage parle au spectateur de manière universelle, tel Peter Parker avant lui. S'il permet à un jeune public noir ou hispanique de s'identifier et de se rêver Spider-Man eux-mêmes, tant mieux, mais ce n'est pas le propos du film et c'est parfait. Ou si en fait, c'est le propos du film, mais encore une fois de manière universelle et pas spécifique à quelque chose. Miles est un ado comme un autre, certes ancré dans une culture qui n'est pas la mienne, mais ça n'est jamais un problème, car il n'y a pas de propos d'une lourdeur effarante derrière. C'est là l'une des forces du film. Côté personnage, comme je le disais, rendre le Spider-Man original formidable en une poignée de secondes, c'était presque un pari gagné d'avance. L'écriture est millimétrée et Chris Pine fait le job, mais ce Spider-Man là ne restera que peu présent dans le film. On a son introduction en début de film et il revient pour une séquence d'action complètement folle, suite à quoi il mourra juste après avoir pris Miles sous son aile. Il était le mentor évident pour un nouveau Spider-Man. Et c'est là que Jake Johnson entre. Il est le Peter Parker d'un autre univers. Et lui, il est moins évident. Déjà parce que l'annonce de Johnson pour la voix de Peter et surtout de Spidey, c'était impensable. Si vous ne connaissez pas le gars, allez voir sur YouTube ou autre. Il a une voix vraiment particulière et pour de l'animation, c'est parfait. Mais Spider-Man, c'était fou. Et pourtant, dès son introduction, il paraît lui aussi évident. Et jamais je n'aurais cru dire ça un jour, mais Jake Johnson est le Spider-Man que je n'attendais pas, mais dont j'avais besoin. Son Peter est plus âgé, il a une trentaine d'années, et a un peu perdu le goût d'être Spider-Man. Johnson le joue avec un délice parfaitement communicable, et son duo avec Miles, formidable Shamik Moore, est parfait. Il devient son mentor, bien moins évident pour le coup, et les deux grandiront au contact de l'autre. Et si certains sont inquiets face au multivers, il n'y a aucune raison. Le concept est extrêmement simple et expliqué en 2 ou 3 répliques. Il y a même une longue scène qu'on pouvait voir dans la bande-annonce qui a été coupée. Elle est amusante et ne ralentissait aucunement le rythme du film, mais elle n'avait pas forcément sa place tant tout ça est limpide. Ça n'aurait fait que surligner une explication. Pareil pour la présence de plusieurs Spider-People. Il y a vraiment 2 personnages principaux ici et c'est Miles et Peter. Ensuite on a un troisième qu'on peut encore considéré comme un personnage principal, à savoir Spider-Woman, alias Gwen Stacy. Et c'est Ellie Steinfeld qui lui prête sa voix. Et comme elle n'est jamais meilleure que lorsqu'elle joue les ados, forcément, elle est on fire dans le film et sa relation avec les 2 autres Spider-Man est parfaite également.
on croit en son histoire avec Miles. Pour les 3 autres, ils sont moins mis en avant, même s'ils parviennent chacun à un moment ou un autre à voler une scène ou deux. Surtout Spider-Man noir, formidable Nicolas Cage et Spider-Ham, la preuve absolue de la réussite du film. Mettre un Spider-Man cochon au milieu de tout ça, rester crédible et s'en sortir avec les honneurs. Il y en a beaucoup qui s'y seraient cassés les dents. Bref, tout ça, c'est au niveau du travail d'écriture, le concept, les personnages, tout est une question de dosage, limite c'est de la science. Mais derrière cette science, ils n'ont pas oublié l'ingrédient le plus important pour rendre un film grand, le cœur. Bordel, ce film a du cœur, il a une âme, sa sincérité transparaît à chaque plan. Imaginez, les acteurs enregistrent leurs dialogues, puis le film est fabriqué pour coller au mouvement de leurs lèvres. C'est une norme depuis très longtemps dans le cinéma d'animation. Il arrive que les acteurs aillent réenregistrer une fois quelques dialogues par-ci par-là et les animateurs corrigent. Ici, le film a tellement évolué que les acteurs sont revenus de temps en temps pendant 2 ans. C'est hallucinant et c'est aussi comme ça qu'on se retrouve avec un film qui tutoie la perfection. Pour faire un comparatif avec nos amis de chez Pixar, c'est plus ou moins la même chose qui s'est passé sur la scène d'intro de Là-haut de Pete Docter. On n'arrive pas à raconter une vie en 10 minutes sans l'avoir travaillé. C'est absolument pas un premier jet ou un coup de chance, c'est quelque chose de pensé, de repenser et de retourner dans tous les sens. Et bien pour Into the Spider-Verse, c'est ce qu'ils ont fait aussi. Pour tout. Sur le Blu-ray, il existe une version alternative du film avec des scènes coupées ou justement alternatives. Le film est plus long d'une demi-heure et montre ô combien le travail effectué est énorme. S'il y a 2 ou 3 scènes que j'aurais voulu voir conservées dans le film, je comprends tous les changements, tant ça rend le film meilleur. Le rythme du film est absolument parfait, effréné au possible. Il sait aussi se poser et prendre son temps. Les montages qui présentent les différents Spider-Man du film sont par exemple encore plus fous. C'est rapide, ça te donne 1001 informations, le tout sans temps mort, que ce soit le premier Peter Parker, Gwen ou Miles à la fin. Mention spéciale au trio Spider-Man noir, Spider-Ham et Penny Parker qui demandent une vision au ralenti quasi plan par plan. Et bien au milieu de tout ça, le deuxième Peter Parker, son montage démarre lui aussi sur les chapeaux de roue, pour ensuite se calmer lorsqu'on évoque Mary Jane. On touche ici à l'intime et le personnage présenté dans le montage étant le narrateur, il ne pouvait pas expédier son drame personnel. C'est un moment extrêmement touchant du film, tant il dit des choses sur ce Peter Parker. Et ensuite, il reprend son rythme effréné. C'est un délice de perfection et de subtilité. Tiens, un autre exemple, comme je le disais, il y a beaucoup de héros. Et il y a aussi beaucoup de méchants. Wilson Fisk, Doc Ock, le Scorpion, Tombstone, le Bouffon Vert et le Rôdeur. Mais pourtant le film ne paraît jamais surpeuplé. Déjà parce qu'on ne perd pas de temps à expliquer qui est qui pour rien. Ce film, comme le jeu PS4, part sur un principe simple. Vous connaissez Spider-Man et son univers. Pas besoin d'introduction inutile, ça participe à la réussite de l'entreprise. Ensuite, et encore une fois, parce que c'est une question de dosage. Tous, les scénaristes comme les réalisateurs, savent ce qu'ils font de leurs personnages. Personne n'est dans le champ s'il n'a aucune raison d'y être. D'ailleurs, ils profitent de ça pour éviter de tomber dans certains travers. Le film reste une origin story, celle de Miles, et pourtant, on est loin d'avoir cette impression. Que Miles apprenne à utiliser ses pouvoirs pendant 1h30 sur 2 heures n'est jamais une gêne, contrairement à ce que je disais du premier Amazing Spider-Man. Car entre le moment de la morsure d'araignée et la fin du film, il s'est passé 2 jours dans sa vie. Dans le film Amazing, il y a plusieurs mois, donc aucune excuse. À côté, dans Into the Spider-Verse, on a d'autres Spider-Man qui font le job dans des séquences d'action formidables pour pallier l'apprentissage. Mention spéciale à celle de Spider-Chris Pine, que Miles reproduira d'ailleurs à la toute fin. Parce que lorsqu'il les maîtrise, ses pouvoirs, bordel, il envoie du lourd. La séquence qu'on a nommée What's Up Danger en référence à la chanson utilisée dans la scène est, à ce titre, l'une de mes préférées du film et de quasiment tous les films confondus. La mise en scène y est évidemment pour beaucoup, et voir Miles voltiger de la sorte, c'est un bonheur absolu. C'est une autre force du film ça, il n'y a jamais de sentiment de déjà vu devant quoi que ce soit pendant les 2 heures de métrage. Il a beau arriver après 6 films Spider-Man, Into the Spider-Verse parvient à se démarquer complètement et avec une aisance folle de tout ce qui a existé par le passé, même quand il fait un clin d'œil, un hommage ou une petite moquerie envers les itérations cinématographiques précédentes. Je veux dire, merde, on a même droit à une chanson de Noël par Spidey.
Et au passage, il semblerait que Chris Pine s'en ait donné à cœur joie pour la faire. Je meurs d'envie de voir des images de l'enregistrement. Car oui, je ne l'ai pas encore évoqué, mais le film est avant tout une comédie. Et il est très drôle sans jamais être dans la parodie ou carrément la moquerie envers son héros. Il y a un respect total envers Spider-Man et son univers et l'équilibre entre le sérieux et l'humour est parfait. Ce film est d'ailleurs une des très rares fois où j'ai plus ri à la deuxième vision qu'à la première. Mais après tout, est-ce vraiment surprenant? Car ce sont Chris Miller et Phil Lord à la base du projet et ils ont déjà fait un miracle avec un film basé sur les Lego qui s'avère être sérieux, drôle et profond. Ici c'est pareil. Et entre tout ça, encore une fois, le dosage est parfait. Humour, action, drame. Le temps qu'on passe avec Mike et son oncle est court, mais suffit amplement pour dépeindre une relation solide. Tout est dit. Il y a une économie de moyens sur ce film, c'est un must-see absolu pour tout raconteur d'histoire, peu importe le médium. Du coup, lorsqu'on apprend en même temps que Miles que son oncle est le rôdeur et qu'il cherche donc à le tuer, on est aussi choqué que Miles. Comme le dira pour plaisanter Spider-Man noir, c'est plutôt hardcore comme origin story. Car oui, même dans un moment purement dramatique, le film se permet une vanne et parvient à faire mouche là où certains films donnent juste l'impression de dédramatiser la scène pour satisfaire un public venu s'amuser avant tout. On appelle ça le talent. Et c'est là qu'est ma plus grosse crainte quant à la suite, voire même les suites, puisque Avi Arad et ses petits copains de chez Sony sont retombés dans leur travers à cause du succès du film. En gros, c'est pas une simple suite qu'on va avoir, mais tout un univers autour de Spider-Verse, à comprendre que chaque personnage aura son film solo, plus une vraie suite et pas mal d'autres choses j'imagine. Ils avaient déjà fait ça avec The Amazing Spider-Man qui devait lancer son univers à la Marvel, mais uniquement avec le monde de Spidey. On avait des dates d'annoncer, mais rien de concret. Et là, il recommence. D'ailleurs, et c'est ça le pire, Arad s'est même permis de dire qu'il trouverait génial que Sam Raimi revienne pour faire un film d'animation Spider-Man. Si ça, c'est pas du foutage de gueule. Mais bref, ma crainte par rapport à la suite est qu'ils n'auront peut-être plus autant de liberté dans la création même du film. On l'a bien vu après le succès des deux premiers films de Raimi, ça ne les a pas empêchés de mettre des bâtons dans les roues du réalisateur pour son troisième film. Donc vont-ils superviser ou leur laisser carte blanche? Je croise les doigts. Enfin voilà, tout ça c'est pour l'écriture, mais n'oublions pas qu'un film c'est avant tout raconter une histoire avec l'image, et ça l'équipe de Into the Spider-Verse ne l'a pas oublié. J'ai même tendance à penser que le niveau de travail d'écriture était un challenge pour égaler le reste, ou peut-être l'inverse, mais dans les deux cas le film est visuellement complètement dingue. Je ne vais pas faire trop technique parce que je ne ferai que répéter ce que j'ai entendu ailleurs, probablement en moins bien et moins pointu, mais l'animation est superbe. En utilisant moins d'images par seconde pour animer Miles, à savoir 12, ça rend ses mouvements moins précis que les autres Spider-Man animés avec 24 images secondes. Ils sont plus fluides et plus parfaits. Ce sont des détails invisibles à l'œil et qui concrétisent la perfection technique du film. À ce titre, l'animation est unique. Ce film, c'est du jamais vu. Et qu'est-ce que c'est beau! D'ailleurs, petit défi. Tenter de décrire la séquence d'action finale du film, là où beaucoup auraient montré la collision des différents univers en se faisant fracasser deux immeubles l'un dans l'autre, ici il n'en est rien, il y a une idée par plan, c'est fou. Outre cela, le film est à la base un film d'animation en CGI, comme on ne voit quasiment plus que ça aujourd'hui, mais ils sont repassés sur chaque plan pour user des techniques de comic books, comme la colorisation par exemple, pour justement donner l'illusion d'être en train d'en voir un prendre vie. Et ça marche, il y a des détails de malade qui ne sont visibles que si vous savez où chercher. La présence d'onomatopée par exemple. Lorsqu'un type se prend un bagel sur la tronche, il y a écrit bagel en lieu et place d'une onomatopée décrivant l'impact. Ça paraît n'être rien, mais ça donne une idée du niveau de travail. Pour bien l'apprécier jusqu'au moindre petit détail, il faudrait regarder le film plan par plan en prenant bien soin de scruter chaque recoin de l'image pour s'assurer de ne rien manquer. Je vais me répéter, hein, mais tout, absolument tout est parfait dans ce film. Je ne pense pas avoir été autant enthousiaste devant quoi que ce soit depuis longtemps, trop longtemps. Et c'est peut-être ça qui me fait vous survendre le film, mais même si c'est vrai, ça reste quand même un grand film à découvrir impérativement. Même le générique de fin est génial. Ouais, après les logos, c'est de bout en bout, tout, absolument tout est parfait. On a même droit à un bel hommage à Stan Lee et Steve Ditko en lieu et place de la première scène post-générique habituelle chez Marvel. D'ailleurs, Marvel oblige, Stan a son caméo. En fait, beaucoup. Il apparaît plusieurs fois dans le film. Faut juste le trouver. C'est un Where is Waldo moderne en somme. Et enfin, Marvel oblige, deuxième édition. Oui, il y a bien une seconde scène post-générique. Et encore une fois, c'est tellement mieux que ce que le MCU nous sert depuis des années. Et elle est très drôle et lance une idée pour la suite, avec en prime le génial Oscar Isaac dans le rôle d'un autre Spidey, à savoir Spider-Man 2099.
Donc voilà, il n'y a plus qu'à espérer que sa suite soit au niveau et que ceux qui s'y attaqueront seront des gens aussi passionnés que ceux qui ont fait ce Into the Spider-Verse. Je veux y croire, parce que je n'aimerais pas avoir 2 itérations en simultané de Spider-Man qui ne me font plus rêver. En attendant, on tient ici un immense chef-d'œuvre, une œuvre d'art. Mon film préféré de ces 10 dernières années? Allez, j'ose le dire. En bref, c'était beaucoup plus long que ce que j'avais prévu au départ, alors merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez aimé. Moi maintenant, je m'en vais revoir les Spider-Man de Sam Raimi et ce Spider-Verse. Ouais, ça me paraît être une bonne idée.